Slušajte internet radio Snaga naroda. Radio koji smo najduže čekali. Snaganaroda.rs. Bonjour, ici Radio Snaga Naroda, la force du peuple, en langue française depuis Belgrade. L'émission Paris-Belgrade-Moscou qui est faite par moi-même, à savoir Yves Bataille. Alors aujourd'hui, je salue les auditeurs francophones et autres. Et aujourd'hui, on parlera de plusieurs sujets. D'abord, les inondations en Serbie, des inondations très graves, catastrophiques. On parlera bien sûr de l'Ukraine, la situation en Ukraine, dans le Donbass en particulier. On aura une conversation sur la notion d'Occident et d'Orient. Et puis j'ai une invitée surprise qui interviendra, qui va peut-être intervenir assez rapidement, et qui est Mila Lešković, fondatrice du mouvement des femmes Jeunesse, membre du conseil politique de l'organisation Deri, professeur, docteur en philosophie et psychologie, serbe et francophone, et spécialiste de la guerre culturelle. Alors, donc les inondations. Ces inondations vraiment sont un désastre pour la Serbie. Ces inondations ont touché une partie de la Serbie, la région de Šumadija, la Serbie historique. C'est de Šumadija qu'est partie la résistance contre les Turcs, avec un certain Karađorđe, fondateur de la dynastie des Karađorđević. Et les inondations touchaient aussi une partie du centre de la Serbie, vers Jagodina, vers Sviljenac, et ont touché aussi le nord de la Republika Srpska, c'est-à-dire qu'on peut dire que les inondations ont touché les pays serbes. Alors, une localité comme Obrenovac est totalement sous les eaux. C'est une petite ville. On dénombre plus de 200 disparus. Et toutes les localités que je vais évoquer sont plus ou moins sous les eaux. Alors, Obrenovac, Ub, Krupanj, Kolubara, Sviljenac, qu'on appelle le Petit Paris, Paraćin, Jagodina, Leskovac, Valjevo, Kosterić, Kraljevo, Čačak, Loznica, etc., etc. Et les pertes matérielles s'élèvent en milliards d'euros. Quant aux pertes humaines, on ne les connaît pas encore. Le pouvoir politique hésitant à en parler. Le pouvoir politique imposé par l'Occident ayant fait montre jusqu'à présent d'une incapacité à réagir incroyable. Alors ce pouvoir a fait appel à l'aide internationale qui est venue. L'aide internationale, les Russes ont réagi en premier. Le ministère des situations d'urgence est intervenu. Il a une base, le ministère russe des situations d'urgence a une base avec la Serbie près de la ville de Niš, et il a envoyé aussitôt de gros porteurs, des avions avec des équipes de secours et du matériel. La France a envoyé une équipe, la Bulgarie, l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, les pays voisins, la Tchéquie et même la Macédoine et le Monténégro, la Grèce, etc. Les États-Unis ont donné 100 000 euros. Bah, c'est rien du tout, 100 000 euros, parce qu'ils financent les organisations non gouvernementales à 1 million d'euros chaque année, ici en Serbie, pour leur réseau d'influence et d'action, et donc ils ont donné 100 000 euros. Voilà, merci les États-Unis. Quoi dire de plus là-dessus?
Eh bien, il me semble que la presse en France n'a pas tellement parlé de ce désastre. L'a mentionné. Bon, on peut dire qu'il y a dans le monde de nombreuses catastrophes régulièrement, mais enfin, quand il s'agissait de parler de la Serbie, à un moment donné, et d'en dire du mal, notre presse française, entre guillemets, et la presse occidentale ne ménageaient pas leurs colonnes. Évidemment, quand il y a une catastrophe comme ça, et toutes sortes de rumeurs circulent en ce moment en Serbie, la rumeur de l'utilisation du système HARP. Alors, évidemment, ça peut sembler irrationnel, mais enfin, je mentionne simplement que beaucoup de gens en parlent. HARP étant un dispositif supposé de guerre climatique destiné à faire la guerre de cette façon, ayant déjà été utilisé, semble-t-il. Et la seule question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, avec une équipe installée par les Américains en place au pouvoir à Belgrade, pourquoi aurait-on utilisé cette arme climatologique? Et le pays est en partie détruit, une fois de plus, et il sera à reconstruire. Peut-être que ça intéressera des gens. En même temps, le lien très fort établi entre la Serbie et la Russie ces derniers temps peut donner un élément de compréhension. Enfin, j'ai mentionné ça parce que énormément de gens en parlent. Mila, tu veux intervenir sur ce cataclysme? Enfin, il y a tellement plu que, évidemment, quand il pleut, il y a des inondations, mais les rivières ont débordé, en particulier la rivière Sava, la Save qui part de la Slovénie et qui se jette à Belgrade dans le Danube. Cette rivière fait la frontière entre la Slavonie, c'est-à-dire cette partie de la Croatie qui est à l'est de Zagreb, et la Republika Srpska, qui est la partie serbe de la Bosnie. À noter que la partie musulmane de la Bosnie n'a pas été touchée. Donc, Mila, tu veux dire un mot là-dessus ? Ça va, le micro, c'est pas la peine de le toucher. D'accord. D'abord, bonjour à tous nos auditeurs, parce que moi, en fait, je suis ici pour parler un petit peu de la psychologie et la psychiatrie, mais bon, tout se touche, tout se tient. Chers auditeurs, ici le pays réel ici la radio du pays réel, comme on entendait autrefois à Paris. Donc ici c'est la radio du pays réel, la Serbie, et avec tous nos amis européens qui luttent pour la même cause. Bon, on commence comme ça. On va discuter, j'espère, dans l'émission. Au cours de l'émission. On peut discuter avec toi. Voilà. Bien sûr que oui. Puisque tu m'as demandé d'intervenir, je profite. Intervenir, mais ne pas monopoliser le micro. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Nous les profs, nous monopolisons parfois, mais absolument, je ne vais pas monopoliser. Je voudrais adresser tout de suite un appel à tous nos amis, donc serbes de la diaspora et leurs amis, nos amis communs à travers le monde, d'aider la Serbie dans ce moment très dur. Le désastre qui est à peu près total, on ne sait pas encore combien de victimes on a, mais la situation est très grave. Bon. Donc, juste pour dire deux mots, vous pouvez ouvrir le site du mouvement Dveri, on en parlera tout à l'heure un peu plus peut-être, et sur le site de Dveri, du mouvement Dveri, vous verrez comment vous pouvez aider le peuple serbe, et pas seulement le peuple serbe, parce que il faut donner l'adresse, c'est sur Internet,
Serbski Dveri. Srpske Dveri, Dveri Srpske, Dveri, D-V-E-R-I Srpske. Sur un moteur de recherche. Voilà, ça suffit. Oui, voilà. En ouvrant, tout sera clair. C'est le seul mouvement de la vraie résistance serbe d'aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai juste cet appel que je lance à tous nos amis et à tous les chrétiens et ceux qui comprennent la situation. À tous les chrétiens, à tous les païens, à tous les agnostiques, à tout le monde. Bon, je vais passer maintenant à l'Ukraine et puis on reviendra là-dessus. On reviendra aussi sur la guerre culturelle, et l'Occident. Évidemment, les affaires continuent en Ukraine. La situation ne s'est pas arrangée. Maintenant, ils sont en train d'enlever des journalistes. Alors, jusqu'à présent, les journalistes sur les zones de combat dans le monde, dans les points chauds, étaient surtout des journalistes occidentaux qui récitaient la guerre, comme le voulaient les Américano-occidentaux. Mais là, il se trouve que, tout récemment, ces jours derniers, 2 journalistes russes ont été enlevés du côté de Slaviansk. Des journalistes d'un site qui répercute les événements en direct et très rapidement, livenews.ru. Et aujourd'hui, ou hier soir, notre journaliste à Mariupol a été enlevé. Alors c'est un Anglais indépendant qui est un journaliste qui a travaillé pour Russia Today. Est-ce qu'il y a des Anglais indépendants? Bon, oui, c'est une plaisanterie. Oui, c'est un journaliste indépendant. Et puis il se trouve qu'il est aussi anglais. Ne plaisantons pas là-dessus. Bon, ou plaisantons, ça m'est égal. Et donc on n'entend pas les protestations échevelées de Reporters sans frontières, RSF. On n'entend pas le Committee to Protect Journalists fondé par Cathy Marton, qui est la femme de Richard Holbrooke. Richard Holbrooke était l'envoyé spécial de Clinton dans les Balkans. Ensuite, il est parti vers l'Asie centrale et puis bon, il a traversé le Styx. Alors, il se trouve que les deux journalistes russes enlevés avaient dévoilé l'emploi d'hélicoptères marqués du sigle de l'ONU dans les opérations militaires de la junte de Kiev contre les résistants du Donbass. Il y a peut-être un rapport de cause à effet avec cette précision. Et donc on espère, la Russie fait tout son possible pour faire libérer les 2 journalistes russes qui ont été maltraités, d'ailleurs. On a vu des photos. Et on espère le mieux pour eux. C'est évident qu'il y a d'autres journalistes et il y en aura d'autres qui révéleront la vérité. Dans le Donbass, donc, il y a eu une attaque ces 3 derniers jours contre Slaviansk et Kramatorsk, qui se situe à l'ouest-nord-ouest de la région du Donbass, qui n'est pas une région homogène, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un certain nombre d'endroits dans ce Donbass sont encore tenus par des militaires travaillant pour la junte de Kiev, et la République populaire de Donetsk, qui a été proclamée et qui a fait un référendum victorieux. Cette république ne contrôle pas tout le territoire. Elle ne contrôle pas certaines poches sur la frontière avec la Fédération de Russie. Elle ne contrôle pas non plus une région au sud-ouest de Mariupol. Et le régime de Kiev, mis en orbite par les Américains, les États-Unis, avait porté son action il y a quelques jours sur la route entre Kharkov et Donetsk. Et Slaviansk et Kramatorsk se situent
à proximité. Donc on voit très bien que le but de la manœuvre, c'est d'empêcher qu'il y ait une jonction qui s'établisse entre Kharkov et Donetsk. Il se trouve que aussi, alors on a annoncé, la presse occidentale s'est réjouie du fait qu'à Mariupol, tout était rentré dans l'ordre, sur la mer d'Azov, Mariupol, au sud du Donbass, et que l'oligarque Rinat Akhmetov avait rétabli l'ordre, en quelque sorte. Il n'en est rien. La ville est toujours en état d'insurrection politique. Et la République populaire de Donetsk a annoncé que les biens de cet oligarque, qui est l'un des plus grands oligarques de l'Ukraine, il y en a une douzaine, et que donc les biens de cet oligarque et sa société, System Capital Management, soient tout simplement nationalisés. La République populaire de Donetsk s'oriente vers une nationalisation de tous les biens des différents oligarques. Et c'est une très bonne chose parce que là nous avons l'arrogance de l'argent et l'utilisation de l'argent pour des fins personnelles et aussi pour favoriser l'Occident. C'est la même chose qui s'était passée en Russie au moment de Yeltsin, du pouvoir de Yeltsin. Les oligarques avaient pillé le pays, s'étaient rempli les poches, mais aussi avaient favorisé les sociétés transnationales, multinationales, occidentales. Donc, il est une bonne chose que les militants politiques, les résistants de la République populaire de Donetsk aient une vision d'ensemble, une vision globale, et pas simplement émettent un refus du putsch de Kiev. Et nous espérons que ce mouvement va s'étendre. Je pense qu'il va s'étendre à d'autres régions. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Mila ? Non, on passera peut-être sur... on parlera de la situation globale en Serbie et... Non, je parle de l'Ukraine. De l'Ukraine, non, je crois que il faudrait peut-être lier nos deux pays parce que c'est la même catastrophe qui se passe ici et en Ukraine, en quelque sorte. Et puis, justement, la Serbie est accusée de tous les maux parce qu'on la voit comme l'antichambre de la Russie. Et la bataille, la guerre en Ukraine aujourd'hui n'est qu'une ouverture de la guerre contre la Russie, ça on le sait très bien. Et ça, tout ça, comme tu as expliqué très bien dans ta émission précédente, tout ça a commencé en Serbie, c'est-à-dire en ex-Yougoslavie. Oui. Et la guerre continue, et on va parler de cette guerre qui continue. La Serbie a été le laboratoire des guerres ultérieures. D'ailleurs, j'avais fait un article dans une revue qui s'appelle Rébellion en France, qui est publiée à Toulouse, et intitulé La guerre, la Serbie, laboratoire des guerres ultérieures, quelque chose comme ça. Et c'est pour cela qu'ici en Serbie, on a réagi au quart de tour à cette affaire ukrainienne parce qu'on trouve de nombreux ingrédients semblables, communs. Et puis il y a eu entre-temps les autres guerres, la guerre faite contre la Jamaïria libyenne et la guerre qui a été faite et qui est toujours faite d'ailleurs à la Syrie. Donc tout ça est lié quand on regarde un globe, une carte du monde. On s'aperçoit que tous ces conflits se situent dans un anneau circulaire de l'Eurasie. L'Eurasie, un terme qui fait florès, qui est utilisé par de plus en plus de gens et qu'il convient aussi d'expliciter. On peut employer d'autres termes qu'Eurasie. Et je signale au passage un article que j'ai lu tout à l'heure, un excellent article de Thierry Messon, du réseau Voltaire. La CIA coordonne nazis et djihadistes. C'est le titre. Et on voit dans cette affaire ukrainienne des alliances incroyables. Mais on a déjà vu l'alliance entre le monde américano-occidental, l'atlantisme et l'islamisme radical
que le monde américano-occidental a prétendu combattre, et prétend toujours dans certains cas combattre. Enfin, on sait très bien quel rôle ont joué les gens de Ben Laden et les islamistes radicaux, entre guillemets, en Afghanistan pour favoriser l'action des États-Unis et de leurs alliés. Bon, ça a été un désastre, c'est un désastre, mais on a vu quel rôle jouaient ces gens. Donc, on a vu aussi, alors ça a été oublié, ou même un certain nombre de gens ne le savent pas, mais les Anglo-Américains ont importé pendant le conflit yougoslave des islamistes radicaux, des gens de l'organisation de Ben Laden, les ont implantés en Bosnie et au Kosovo, et ces gens ont servi d'armée parallèle aux armées embryonnaires, aux armées sécessionnistes de la Bosnie bosniaque, la Bosnie musulmane, et du Kosovo albanais. Je répète, je crois que je l'ai déjà dit, que Oussama Ben Laden était présent en Bosnie et Herzégovine, et qu'il avait un appartement, un logement à Sarajevo, et qu'il a été même fait citoyen d'honneur de la Bosnie-Herzégovine de Bernard-Henri Lévy. Donc ce n'est pas nouveau. Simplement, à l'époque, dans les années 1990, c'est-à-dire entre 1992 et 1994, les services spéciaux britanniques et américains ont installé des milliers de moudjahidines qu'on appelait les Afghans, mais qui n'étaient pas forcément Afghans, beaucoup étaient des pays arabes, beaucoup étaient de la Libye d'ailleurs, on les a retrouvés ensuite, contre Kadhafi. Ils ont été remis en circuit et aidés par les mêmes. Donc ce qu'on voit en Ukraine, alors en Ukraine, les Anglo-Américains ont une particularité, c'est qu'ils sont cyniques, et pragmatiques et cyniques. Et donc ça ne les gêne pas d'utiliser les gens qui peuvent leur servir. Alors ici ce sont les islamistes, et là ce sont les nazis ukrainiens. Alors les nazis ukrainiens ne sont pas nés du jour au lendemain, ils ont été mis en piste, ils ont été aidés et ils ont servi à faire l'opération d'Euromaïdan, qui a permis ensuite de passer au stade supérieur, c'est-à-dire à celui du putsch. Si tu permets, je dirais que le maître de Bagdad étant passé de mode, le maître de Belgrade n'étant plus là, ce qui arrive aujourd'hui au président russe Vladimir Poutine, il est objet depuis son accession au pouvoir d'une diversion psychologique totale, et c'est la guerre contre la Russie. Oui, il faut être clair et net. C'est la guerre contre la Russie, mais le vocabulaire de la presse américaine et occidentale est toujours le même. Quand la cible est visée, on parle du maître. Alors c'était le maître, effectivement, voilà. Milosevic était le maître de Belgrade, Saddam Hussein le maître de Bagdad, et on a parlé aussi du maître de Damas. Et peut-être, je ne me souviens pas, mais c'est fort possible qu'on ait parlé du maître de Tripoli. Et ça fait partie du vocabulaire. Bon, que la Russie soit visée, c'est évident, tout le monde le sait. Et ils ont essayé de transformer le président Yanukovych avant le putsch. Ils ont essayé de le transformer en maître de Kiev, mais visiblement, ces gendarmes, ces policiers, ces Berkouts étaient sur la défensive, étaient mal... entraînés et avaient pour aussi, très certainement pour mot d'ordre, pour consigne de ne pas faire trop de mal aux manifestants, qui eux n'avaient pas ces scrupules. Et finalement, l'histoire des snipers, alors snipers en français on dit des tireurs embusqués, l'histoire des tireurs embusqués qui ont tué quelques dizaines de personnes à Kiev à la fin d'Euromaïdan est extrêmement suspecte. Alors elle a été mise sur le dos évidemment de Yanukovych parce qu'il fallait le diaboliser, mais n'ont pas réussi. Yanukovych était un bonhomme tout à fait ordinaire qui représentait par défaut le camp pro-russe. Et je mets pro-russe entre guillemets. Et d'ailleurs, les oligarques, une grande partie des oligarques le soutenaient, ce qui a permis, de manière frauduleuse à la presse américano-occidentale, de dire que le parti de Yanukovych était le parti des oligarques.
Ben non, le parti des oligarques, c'est celui des oligarques qui regardent uniquement leur intérêt. Les oligarques sont passés massivement à Euromaïdan. Je crois qu'on peut passer une musique. Alors, cette chanson, c'est l'hymne de Dveri, d'ailleurs. Du mouvement Dveri, oui. Du mouvement Dveri, qui s'appelle « Tous les Serbes sont debout pour défendre la Serbie ». Oui, ça et pour la vie, parce qu'on se bat pour la vie avec nos amis dans le monde entier, mais le seul mouvement de la vraie résistance en Serbie, c'est le mouvement Dveri. Est-ce que tu as expliqué ce que ça veut dire, le mot Dveri ? Non, je ne vais pas expliquer. Ça veut dire les portes. Les portes, oui. C'est une appellation spirituelle, en quelque sorte. Ce sont les portes. Les portes, on a connu la porte à Istanbul, Constantinople, on l'appelait la porte. Et bien les portes qui s'ouvrent, et ce sont les portes qu'on trouve d'ailleurs dans des
dans des monastères ou Voilà, la porte céleste, en fait, il faut dire que le mot de Dveri est un mot qui est le même dans la langue russe et la langue serbe, ce qui est suffisamment symbolique et ça a été voulu. Voilà. Alors il y a un autre hymne utilisé par Dveri, je ne sais pas si on pourra l'entendre tout à l'heure, et il est tiré du fameux chant russe. Chant des partisans blancs, après repris par des rouges, ensuite repris par tout le monde. Non, il me semble que c'était le chant c'était le chant des partisans rouges qui a été repris par les blancs. Ah non, c'est le contraire. C'est le chant des partisans de Deni. Disons que le chant de Dveri, c'est le chant de la... sans faire trop de mots, c'est le troisième chant. Je sais pas quand est-ce que nos amis dans la technique le trouveront. Les mots ont été changés. On parle de la Serbie, du Vardar de Prizren à Ural. Oui, Vladivostok. Oui. Je ne sais pas si on trouvera cette fois-ci, mais sûrement la prochaine fois. Voilà. Précis, on reviendra là-dessus. Alors je poursuis un petit peu sur l'Ukraine. Il y a eu un appel étonnant dans le Wall Street Journal le 15 mai, donc il n'y a pas longtemps, du chef du comité de défense nationale de Kiev, donc du comité de défense national putschiste, un certain Andriy Paroubi, appelant les États-Unis à l'aide, appelant les États-Unis à fournir des armes, et appelant en quelque sorte les États-Unis à intervenir. Et je trouve que cet individu est une figure du mouvement Sloboda, qui est la nouvelle appellation du Parti national-socialiste d'Ukraine. Et son adjoint n'est autre que le dénommé Dimitri Yarosh, qui est le chef du fameux Pravi Sector, dont toute la presse occidentale parle et à qui toute la presse occidentale fait de la publicité. Donc voilà, nos nationaux socialistes, main dans la main avec l'impérialisme américain, et finalement le débarquement en Normandie, ils le refont aujourd'hui. Et ils recrutent un certain nombre d'individus incultes, perturbés, asociaux, de mercenaires, de gens qui ne comprennent rien à rien et qui n'ont en commun que la haine du russe, la russophobie. Et ils sont en cheville avec des oligarques qui sont, pour la plupart, d'origine juive, et ça ne semble pas poser de problème à ces derniers. Monsieur Komossolski, l'oligarque qui a été nommé par la junte gouverneur de Dnipropetrovsk, et qui est le fondateur du Parlement juif européen, et qui a créé sa propre milice de défense, la division le bataillon de Dniepr, collabore avec les gens de Sloboda et Pravi Sector. Ils collaborent sans problème. Kolomoïski est le patron d'un tas d'entreprises en Ukraine, mais surtout de la banque, la Private Bank, dont environ la moitié des bureaux ont été dévastés depuis le putsch. C'est dire sa popularité. Voilà, je tenais à mettre le doigt sur cette réalité, l'alliance. Puisque tu parles de ça, quand même, il faut mentionner un brave auteur qui était justement, parce que tu l'as cité tout à l'heure, la russophobie, mentionnons le grand Igor Shafarevitch, qui est l'auteur de ce livre. De la russophobie, oui. Et de ce concept, voilà. Oui, le mathématicien. Et ça date de quelques années, ça, mais le terme... c'est une réalité, la russophobie. Il y a des gens qui, on n'est pas obligé d'aimer tel ou tel groupe, mais on doit dire que l'Occident manie fortement la russophobie. Il n'y a pas que
des phobies marginales. Il y a aussi des phobies qui touchent de grands ensembles, en particulier les Russes. Donc les Américains utilisent une haine locale d'un groupe restreint, spécialement dans la région de l'ouest de l'ex-Ukraine, Galicie, qui appartenait naguère à la Pologne et à un moment donné à l'Empire austro-hongrois, utilise ça et donne de l'ampleur à la chose. Oui, comme tu disais tout à l'heure. Et la guerre contre la Serbie devrait être conçue comme une russophobie soft. C'était l'antichambre. C'est pour ça que c'est important, parce que nos amis en Occident ne comprennent pas toujours pourquoi contre la Serbie. Qu'est-ce que c'est la Serbie? Bon, c'est la seule nation Piémont dans les Balkans. Mais en fait, la Serbie était vue toujours comme l'allié des Russes. Alors c'est vrai que pendant les bombardements de l'OTAN, les pilotes américains appelaient les Serbes les Rouges. Alors les Rouges, ça veut dire les Russes. Comme la place rouge. Il se trouve que la place rouge s'appelle ainsi, pas parce qu'elle a été communiste, mais parce que c'est la couleur de l'orthodoxie. Mais les pilotes américains ne le savent pas. La couleur de l'église byzantine. Les Américains visaient les rouges, c'est-à-dire les Russes. Pour eux, rouge et russe, c'est la même chose. Alors en ce moment, avec ce qu'on voit dans le Donbass, où les drapeaux communistes sont mêlés aux drapeaux nationalistes et de l'Empire russe, évidemment, ça doit faciliter les choses. Mais on ne peut pas reprocher à des communistes de se défendre et et puis d'agir dans un sens national patriotique. Oui, il faut parler de tous les nationaux. Tous les nationaux. Elle a sa place dans l'histoire. Et les nationalistes, il faut expliquer ce qu'on met dans le mot nationalisme et nationaliste, parce que certains mettent n'importe quoi. Si tu permets, je vais le dire tout de suite. On peut l'expliquer de beaucoup de façons, mais ce qui est très bien expliqué chez un auteur que vous connaissez bien, Henri Gobard, dans la guerre culturelle, voilà. Si vous êtes contre le capital transnational ou national américain et la main-d'œuvre sous-payée au seul bénéfice de la grande bourgeoisie d'affaires, vous êtes bien sûr nationaliste et donc fasciste. Si vous êtes contre les bases militaires yankees dans votre pays qui protègent encore le monde libre, entre guillemets, vous êtes nationaliste, évidemment, donc fasciste. Si vous êtes pour le maintien de votre langue et contre la déportation des travailleurs étrangers, si vous osez parler de vos spécificités, de votre culture, de votre identité, vous êtes évidemment nationaliste et donc fasciste. Si vous vous opposez à l'exploitation des mines du Kosovo, ça c'est concernant la Serbie, par les occupants, par les alliés, parce qu'il ne faut pas dire occupants, il faut dire alliés, c'est que vous êtes évidemment nationaliste, donc vous êtes fasciste. Ça n'en finit pas. Si je puis me permettre, c'est exactement l'accusation qui est portée contre les Québécois qui veulent être libres. Et on a récemment accusé frauduleusement le Parti québécois qui avait peur de son ombre et qui n'était qu'une rustine pour défendre le pneu du système. Et depuis le début, le Parti québécois ne cherche pas, qui a été créé par René Lévesque, après le Vive le Québec libre du général de Gaulle, le Parti québécois n'a jamais cherché vraiment à faire l'indépendance. Et récemment, le Parti libéral a repris les rênes du pouvoir. Mais il n'y avait pas une grosse différence entre le Parti québécois et le Parti libéral, parce que le Parti québécois, il a été pris en main par la bourgeoisie d'affaires du Québec. Donc je m'adresse à mes amis québécois, et je pense en particulier à Daniel au Québec, avec qui j'ai une conversation régulière, et qui pense la même chose. Il faut mettre sur pied un mouvement national, populaire, national révolutionnaire québécois, vraiment québécois,
de la francité, un mouvement franc-canadien, comme disait Raoul Roy, qui tranche et qui soit un mouvement de rupture, même s'il n'y a pas beaucoup de monde au départ. Il faut faire ça parce que le Parti québécois fait toujours la même chose. Il trahit l'option de l'indépendance. Ils ont appelé ça la souveraineté association. Bon, ça aurait pu être une souveraineté association, mais c'est même pas une souveraineté, c'est rien du tout. C'est une rustine, je le répète. On en vient à parler de l'Occident. Oui. Parce que de l'Occident de Oswald Spengler. Mila me parle souvent de l'Occident. Ici à Belgrade, on est vraiment à la limite entre l'Occident et l'Orient géographique pour l'Europe, mais aussi peut-être pour les mentalités. Et on constate que l'Orient a des richesses. L'Orient, ça veut dire beaucoup de choses. L'Orient, du temps avant la Première Guerre mondiale, on appelait la région l'Orient de l'Europe. L'Orient, c'est aussi l'Extrême-Orient, c'est aussi le Proche-Orient, c'est aussi l'Orient eurasiste, les pays de l'Est après. Alors les pays de l'Est, ça aussi c'est un truc qu'on entend souvent en Occident ou à l'Ouest, comme on dit ici. Les pays de l'Est, ça commence à Trieste. Et ça commence à Prague. Ça commence à Paris aujourd'hui. Non. Ça commence en France. Ça ne veut rien dire. Bon. Non, la France aujourd'hui a tous les bienfaits du soviétisme de l'époque des années 30. Avec la bureaucratie, avec tout ce qui se passe. On peut dire, c'est Fédérovski, c'est l'auteur Fédérovski qui la France d'aujourd'hui, c'est des papiers. Cumuler la lourdeur, la pesanteur de l'Union soviétique et les défauts du grand capital, de l'Occident libéral. Oui. C'est pas les faux. deux. Ce n'est pas faux. Mais l'Occident, il y avait en France un dénommé Henri Massis qui appartenait à ce groupe de détracteurs de l'Orient et qui mélangeait germanisme et slavisme et qui faisait commencer dans l'Asie à Trieste, à Budapest, à Prague. C'est vraiment... Et alors, un certain nombre d'articles qu'on peut lire dans le Figaro, et même dans Libération, et finalement répondent à cette tendance. La Russie ne serait pas européenne. Donc l'Europe, les États-Unis seraient européens, finalement, c'est l'Amérope, mais la Russie ne serait pas européenne. Mais il y a eu pire. Tu te souviens qu'on a entendu une fois à la radio Courtoisie le professeur Dreyfus qui n'est plus parmi nous. Il avait dit, mais non, moi je me souviens très bien, c'était en 95 ou 16, 95 plutôt, il avait dit les orthodoxes ne font pas partie de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'idiot Carl Bildt qui le répète. Le Suédois qui fait pipi debout. Mais alors, c'est ce que Jean Thiriard. Je relisais ce matin un texte de Jean Thiriard qui est ancien, qui date de 1966. Il évoquait cette question sur l'Occident, la défense de l'Occident. Et il disait finalement l'Occident, c'est la Coca-Colie. Alors cet Occident, écrivait-il, s'étend de l'Allemagne au Japon. Aujourd'hui, l'Allemagne au Japon, c'est la trilatérale, États-Unis, Europe, Japon. Même hystérie sexualo-mercantiliste, même style de vie, même vacuité de toute profondeur intellectuelle et de toute élévation morale. Ce qu'on appelle non, mais tout c'est simple en psychologie, en psychiatrie, c'est l'instinct de mort. C'est tout. Oui, c'est l'horizontalité complète. Et pour revenir à l'Occident, alors Thiriard distinguait trois Occidents. Parce que quand on dit l'Occident, selon les personnes, c'est reçu, c'est conçu différemment. Alors l'Occident historique, celui du Moyen-Âge, l'Occident latino-catholique, disait-il, celui des Massis et compagnie, des réactionnaires occidentalistes, et l'actuel.
Et l'actuel, aujourd'hui, l'Occident, c'est l'Amérique anglo-saxonne, encore anglo-saxonne, ce sont les États-Unis et leurs colonies. Et nous, en Europe de l'Ouest, enfin maintenant, il n'y a plus d'Europe de l'Ouest ni de l'Est, parce que tout ça s'est confondu avec l'avancée vers l'Est de l'Occident. Et on a aujourd'hui une zone, ce que Henri Gobard, que tu as cité tout à l'heure, appelait la ZOA, la zone d'occupation américaine. Et voilà. Et c'est justement, nous on fait cette émission pour ramasser les amis, pour unir les amis aux quatre coins du monde, qui vont batailler avec nous et avec notre mouvement de résistance, le seul en Serbie, je répète, Dveri. Mila est serbe et s'efforce de parler français. Oui, bien sûr. Bon, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on soit quand même compris. Et donc, ton émission, c'est comment? C'est Paris Paris, Belgrade, Moscou. Pourquoi Belgrade? Parce que c'est pas Berlin, parce que nous sommes, parce que je suis à Belgrade et parce que on a parlé tout à l'heure de la guerre faite contre la Serbie et du laboratoire yougoslave, et ici nous sommes au cœur du problème et nous avons tout noté. Nous sommes sur la route qui mène vers la Russie. Le facteur donc commun à cet Occident, demandait Thiriard. Parce que les gens qui évoquent l'Occident sans se rendre compte qu'ils évoquent un mot qui aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose. La race, non. L'Occident, c'est, disait Thiriard, du blanc, du noir, du jaune, etc. La religion, non. La Zoa de Gobard est catholique, elle est protestante, elle est tout ce qu'on veut. La culture, non. Les USA ne produisent aucune culture réelle, malgré la croyance de Bernard-Henri Lévy, American Vertigo. Un passé en commun, non. Une idéologie, oui. L'influence américaine est récente. Une idéologie, oui, et c'est l'idéologie de la plutocratie cosmopolite. Voilà, c'est ce que. Alors, Mila n'a. En tout cas, on comprend ça comme ça. Elle n'a pas lu les notes que tu as fait. Je les anticipe. De cet article, de ce texte de Jean Thiriard. Mais il disait, alors j'ai une citation qui correspond à ça, qu'est-ce alors qui soit commun à cet Occident? Il apparaît de suite les banques, c'est toujours les banques. Qui dispose encore d'une parcelle d'acuité, que c'est le règne de l'argent. La plutocratie. Cosmopolite, qui a su tirer parti du fait... Si tu me permets qu'on ne parle pas ensemble en même temps, de Francfort à Tokyo, un seul Dieu, un seul but, l'argent, la puissance née de l'argent. La plutocratie, l'usurocratie. Et, Thiriard concluait, aujourd'hui la bourgeoisie amépéenne, américano-occidentale, amépéenne, a vendu, on appelle ça aussi l'Amérope, a vendu à l'occupant américain notre souveraineté nationale européenne en échange de la conservation de ses privilèges économico-sociaux. Voilà une des facettes véritables de l'Occident, entre guillemets. Et il ajoutait les lupanards de Las Vegas, les tripots de Chicago, les bidonvilles de Los Angeles, ça aussi, c'est l'Occident. Je voudrais en venir maintenant à l'OTAN, parce que on a vu, à la faveur de la guerre yougoslave, justement, que l'OTAN, qui aurait dû arrêter ses activités, puisque le pacte de Varsovie s'était dissous, au contraire, a utilisé la guerre yougoslave pour avancer ses pions et introduire annexer un certain nombre de pays. On a vu que dans les référendums concernant l'Union européenne, la question, dans presque tous les pays, la question qui était posée, la deuxième question, c'était: voulez-vous entrer dans l'OTAN? Donc il y a une confusion et puis une escroquerie, parce que l'Union européenne, au départ, c'était pas censé être l'espace, l'ère d'expansion de l'impérialisme américain, puisque l'OTAN est le bras armé des États-Unis. On a vu
Donc, cela, on sait que dans l'Union européenne, les États-Unis ont placé leur personnel. José Manuel Barroso en a été un pendant très longtemps. Maintenant, il va être remplacé. On verra par qui. L'OTAN recrute ses chefs en Europe pour le compte des Américains dans les pays nordiques. Alors, on avait jusqu'à présent un Danois. Prochainement, on aura un Norvégien. Ça ne changera pas grand-chose. Il faut regarder les dates de création de l'OTAN. L'OTAN a été créée en 1949. L'OTAN, c'était les États-Unis, le Canada et les Alliés, sauf l'Allemagne. 1952, la Turquie et la Grèce sont associés à l'OTAN, sont intégrés dans l'OTAN. 1955, l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne. 1982, l'Espagne j'allais dire titiste, post-franquiste. 1990, l'Allemagne de l'Est, qui est enchloussée par l'Allemagne de l'Ouest, et qui donc de facto rejoint l'OTAN. 1989, la Pologne, et la Turquie. Non, la Turquie y était déjà, la Pologne. 2004, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Pays-Baltes. Et 2009, la Croatie et l'Albanie. 2004, oui, en plus la Slovaquie et la Slovénie. 2009, Croatie, Albanie. Il n'y a que la Serbie qui n'est pas dans l'OTAN. La Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Pourquoi ? Parce que les Serbes de Bosnie ne veulent pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? C'est une grande lutte, c'est une grande bataille qui continue. Notre mouvement de jeunesse, mouvement de femmes contre l'OTAN, mouvement aussi des victimes de l'OTAN, des victimes des bombardements, s'efforce à faire une opposition en Serbie avec le mouvement de Veri, évidemment. Mais la Serbie aujourd'hui est sous un paradigme américain et on aura du mal parce que la situation est assez grave. On a un gouvernement complètement corrompu, on a un gouvernement tout juste, on est sorti du communisme et on est entré dans ce libéralisme capitaliste. Justement, on vient de parler de cette plutocratie cosmopolite qui a su tirer parti d'avoir fait hisser Hitler au pouvoir. C'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Et on est aujourd'hui en Serbie occupé par les grandes banques, par les voleurs, par les bandits, par les banksters de l'Occident. Et d'autant plus notre mouvement est important parce que c'est un mouvement contre l'OTAN, c'est un mouvement contre l'occupation et contre l'esclavage. Justement, je lance un appel à tous nos amis. Vrais Européens antiglobalistes, à ceux qui veulent connaître la vérité, de nous joindre, de venir visiter Belgrade, la Serbie, parce que nous sommes sur la voie vers la Russie. Nous sommes ensemble. Nous sommes en relais. En relais, absolument. Et la vraie résistance, malgré tout, se fera ici. Je suis convaincu que la Serbie sera le noyau de la résistance européenne. Elle ne sera pas, elle est déjà. Européenne, je dis, de cette grande Europe dont on parle tout le temps. L'Europe qui veut se libérer de l'occupation américaine et de ces bandits banquiers. Et ça a commencé, l'OTAN, et tout ça, ça fait un. Les banksters. Voilà. Tout ça, c'est un ensemble. Et nous sommes ici, justement, pour rigoler un petit peu. Sur Internet, j'ai trouvé un texte sur Yves Bataille. Je ne dirai pas je ne dirai pas l'auteur qui a dit, voilà, Yves Bataille commence une émission à Belgrade et qu'est-ce qu'il fait à Belgrade ? Eh bien, il commence un mouvement, il crée un mouvement de résistance pour la libération de la France. Alors ça nous a fait rire un petit peu, mais en fait c'est pas loin de la vérité, parce que en fait c'est ce que tu es en train de faire avec cette émission et nous tous ensemble.
nous sommes en train de faire un noyau de la vraie résistance européenne qui sera peut-être, qui aura peut-être le centre. Voilà, le centre sera Paris, Oui. Belgrade, Moscou. Pourquoi de la vraie résistance? De la résistance, tout simplement. De la De résistance nationale populaire. De la résistance nationale, continentale, sociale, voilà, continentale. De la résistance francitaire aussi. Parce que moi, en tant que Français, je défends la langue française et je défends l'espace français. Et j'ai parlé du Québec tout à l'heure, et je défends mes frères québécois et acadiens. Et qui sont souvent un peu trop oubliés et qui doivent quand même se réveiller aussi et sortir de cette torpeur anglophone qui a atteint leur cerveau à travers toutes les nuisances sociétales qui empêchent les hommes d'être debout et les femmes de suivre leur chemin. Si je Donc, puis dire. unissons-nous. Et soyons ensemble si nous ne voulons pas une troisième guerre mondiale qui d'ailleurs commence déjà. La Troisième Guerre mondiale, on est en guerre. Aujourd'hui, il n'y a même plus de ligne de front. Le front est derrière nous, devant nous, à côté, ici. La guerre psychologique continue. Nous sommes dans le monde des réseaux. Il faut utiliser tous les moyens, les moyens évidemment d'Internet. Voilà, mais je ne sais pas si tu auras des questions cette fois-ci. Mais même si on n'en a pas aujourd'hui, on va continuer avec le contact avec tous les amis. Tu as bien fait de parler. Alors, voyons les questions. Juste un peu, notre amie Alexandra peut mettre une musique. Musica. Oui. Sati udara Beograd se otvara I otvara ga Karađorđe I u njega da dođe I otvara Karađorđe na čelo A za njim sve vojvode A za njim sve vojvode Stupaju Beograde A za njim sve vojvode stupaju Beograde. A za njim sve vojvode stupaju Beograde. A za njim sve vojvode stupaju Beograde. Oui, j'ai regardé les messages, il y a un certain nombre de messages, toujours Eric Deltaca
Bonsoir, permettez-moi d'exprimer mes pensées et ma compassion aux victimes de ces terribles inondations ainsi qu'à leurs proches. Etc. Bon, ensuite il parle de l'Ukraine. Bob Sotiro, qui est un Serbe qui vit à Paris, qui nous salue, qui me salue, qui nous salue, qui est bravo et merci. Et ici, c'est quoi ça? Ah ben, là, ici. Moi, j'avais une question sur mon portable. Quelqu'un te demande, est-ce que tu peux dire courtement pourquoi tu aimes la Serbie autant? C'est vrai? Une question sur le portable? Oui. Bon, alors, on me pose souvent cette question, et le mot aimer veut dire plusieurs choses. Mais je défends la Serbie, j'aime la Serbie, j'aime les Serbes qui ont combattu, qui ont été agressés. J'ai eu un réflexe de solidarité dès le début de l'agression, de la guerre yougoslave. Mais j'ai déjà répondu des tas de fois à ça. Et je connaissais le pays. J'aime en vrac, je dis ça. J'aime le côté chaleureux et hospitalier des Serbes. Et la mémoire la plus longue, comme aurait dit Nietzsche. J'aime presque leurs défauts aussi. Bon, la mémoire, oui, la vision verticale du monde. Moi qui viens d'un pays qui est devenu une zone, une ZOA, comme dit Gobard, zone d'occupation américaine, zone de supermarché, zone horizontale et zone no man's land, en quelque sorte, le futur no man's land. Donc, j'ai trouvé chez les Serbes des capacités de mémoire collective, un esprit maintenant. Je n'aime pas tous les Serbes parce que il y a énormément de gens, notamment cette clique au pouvoir, qui sont des crapules et qui collaborent avec l'ennemi, qui se sont vautrés dans les plis du drapeau, les drapeaux ennemis. Donc oui, pourquoi j'aime la Serbie? J'aime la Serbie parce que j'aime bien la mentalité d'ici, qui n'est pas une mentalité matérialiste ni utilitariste, mais qui a un profil différent, spirituel, parfois excessif. Enfin, j'aime ça aussi, un peu comme pour les Russes, avec Dostoïevski. N'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu. J'ai une autre question. Ouais. Bravo Yves Mila. Comment, si on voudrait venir en Serbie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chers amis, on n'est pas le consulat, mais on va vous accueillir. Il faut surtout pas s'adresser au consulat ou à l'ambassade. Surtout pas. Adressez-vous à nous. Non, il faut pas de problème. Il faut pas venir on ici. Va vous accueillir. Il faut pas venir ici avec une mentalité on te traite comme un ambassadeur. Oui. De touriste. J'aime pas ce mot, le tourisme. Le tourisme, la touristification, j'en ai déjà parlé l'autre jour. C'est des combattants. Faut venir ici avec dans une perspective initiatique, en quelque sorte, et un esprit combattant, combatif et combattant. Oui, je pense, comme toi, que ces affaires ne sont pas finies et que la Serbie aura son mot à dire dans le grand jeu qui se dessine entre l'Atlantique et le Pacifique. Vous écoutez Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, c'est la traduction en français, que je traduirai moi par Radio Lutte du Peuple. Et la radio indépendante à Belgrade, située à Belgrade, que l'OTAN voulait interdire. Bon, le truc, c'est que ça passe par Internet, donc c'est difficile et même impossible pour le moment. Que le pouvoir aux ordres de l'OTAN ici, bien que la Serbie ne soit pas dans l'OTAN, mais enfin, il y a un bureau caché, il rase les murs, voulait interdire. Au bout de 2 jours d'émission, le pouvoir a envoyé ses flics pour saisir le matériel. Eh bien, la radio existe.
et elle sera de plus en plus combative et de plus en plus incisive, de plus en plus politique, géopolitique. Je crois que l'émission se termine. Tu as encore un mot à dire? Non? Je ne sais pas combien de minutes on a encore. On a encore une question. Oui. Quelqu'un dit il n'y a pas que de Véry comme mouvement. Oui. Il y a d'autres patriotes nationaux. Évidemment, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de mouvements en Serbie, des jeunes surtout, qui sont très bien, qui sont très conscients, qui sont très courageux. Mais le mouvement de Véry est le plus expérimenté, le plus mûr, et on va s'unir tous, bientôt, tous. Et j'espère, pas seulement les mouvements serbes, mais aussi avec nos amis en France, en Italie, en Espagne, en Russie, ça va de soi, au Canada. Et au Québec, pas au Québec, et tous ces, d'accord, et tous ces amis, tous ces amis conscients et libres feront avec nous le même front. Là, j'ai encore un mot sur Skype de comment s'appelle-t-elle, Liliana de Zurich, en Suisse. Qui salue, bon, merci Yves, on t'aime aussi. Bon, alors c'est bien. Liliana, on t'aime. Yves, on t'aime bien. C'est la radio de Londres, désormais à Belgrade et à Moscou. Pas de gros mots, Et c'est la radio de Belgrade. En 2014, la radio à Belgrade, en 2014, pour la défense nationale, la défense serbe, l'offensive raciste, pour l'unité continentale, pour la francité et pour les combats qui se préparent, les combats de demain, que nous avons à mener tous ensemble. N'hésitez pas, chers amis, de poser des questions très concrètes, parce que à chaque fois quand vous nous écrivez, l'émission prochaine pourrait porter sur ce sujet, sur vos questions. Ça veut dire qu'on en tiendra compte, voilà. Absolument. Et surtout, si vous voulez visiter la Serbie, venir à Belgrade ou s'adresser à quelqu'un ou voir comment ça se passe sur le terrain ou voir nos amis russes à partir de Belgrade. Également, n'hésitez pas de nous contacter et de nous le dire. Alors, je termine en criant vive la Serbie libre, vive la Russie, vive la France libre, vive la Russie libre et vive le Québec libre. Živa la velika Evropa. Alors.